Hop, 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 stop, stop, stop. On se calme, on se détend. C'est le moment de chiller, les amis. Et coucou les geekounious, on peut commencer ce nouveau supplément de chill, alors on se pose et voyez ce que vous allez ajouter à votre pile à lire. Je commence avec Blue Period, j'ai lu le 17e tome, c'est un manga de type Slice of Life, ou tranche de vie si vous préférez, qui parle d'art. Et oui, le premier tome est paru en français chez Pika en 2021. C'est écrit et dessiné par Tsubasa Yamaguchi. C'est l'histoire de Yatora Yaguchi, un lycéen plutôt populaire. C'est un beau mâle, petit pépère là, intelligent en plus le bougre, mais complètement vide de motivation. Il boit, il traîne avec ses potes, il a de bonnes notes sans forcer. En vrai, je suis un peu jaloux déjà. Jusqu'au jour où une peinture le frappe littéralement en pleine tronche. À partir de là, il découvre l'art comme un langage émotionnel, quelque chose qu'il ne maîtrise pas, mais qui le dépasse, et il veut justement approfondir ce langage, le comprendre et apprendre à l'utiliser. La série raconte son entrée dans le monde ultra exigeant des écoles d'art japonaises, concours, dossiers, critiques, comparaisons constantes, pression mentale, énorme. Bon là on a déjà bien avancé, c'est le tome 17 quand même, et Yaguchi est à la fin de sa 2e année. Il n'est plus le débutant maladroit du début, il doute autrement, il doute toujours, ses questionnements sont plus profonds et plus adultes. On parle ici d'acceptation de soi, de regard des autres artistes, de rapport à l'admiration et à la jalousie, de ce que ça signifie choisir un chemin difficile en connaissance de cause. Ce tome insiste beaucoup sur les relations humaines, sur ce que l'art crée entre les gens, liens, fractures, malentendus, mais aussi soutien silencieux. C'est un manga plutôt lent, très incarné, qui ne romantise jamais l'art. Il montre aussi la fatigue, l'angoisse et la peur de ne pas être légitime. Petit syndrome de l'imposteur parfois. Un petit passage de Posuka Demizu m'a fait un petit peu sourire, je trouvais ça très cool, ce petit clin d'œil. Pour ceux qui savent pas, Posuka Demizu, c'est la personne qui a dessiné Promise Neverland. Et j'ai trouvé ça si cool, si stylé. Bref, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est chez Pika, et il y a même une saison en animé sur Netflix. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une saison, pas d'annonce pour une suite, mais voilà. En tout cas, le tome 18, lui, devrait sortir en mai si tout va bien. On passe à un petit peu moins posé, un petit peu plus violent. Plus bête aussi, mais croyez-moi, dans ce cas-là, c'est un compliment, avec un titre sorti chez Panini Marvel Comics, Deadpool massacre Marvel une dernière fois. On retrouve Cullen Bunn au scénar, celui qui a commencé ce qu'on appelle la massacrologie dans l'univers de Deadpool en 2012, et Dalibor Talajic au dessin. Alors vous allez me dire, hey Giggs, c'est quoi la massacrologie? Éclaire-nous de ta culture si immense et guide-nous vers la lumière de la connaissance. Je sais que c'est exactement ça que vous vous dites, et vous auriez tout à fait raison de le faire. C'est pourquoi je vais tout de suite répondre à votre interrogation. La massacrologie, j'en parlerai dans un épisode entier de Supplément Geek, donc restez attentifs aux prochaines sorties d'épisodes, et vous saurez tout sur cette série qui est tout aussi absurde que son héros. Et c'est encore un compliment. Je vais quand même vous en dire un petit peu plus. En gros, on imagine comment Deadpool pourrait éclater tous les personnages de Marvel s'il en avait envie, et il y a quand même eu 5 titres en comptant celui dont on parle aujourd'hui. Deadpool massacre Marvel, Deadpool massacre les classiques, Deadpool massacre Deadpool, Deadpool remassacre Marvel, et le dernier, Deadpool massacre Marvel une dernière fois. Bon, il y en a 2 autres qui sont pas vraiment dans cette saga, c'est La Nuit des Morts Vivants, et je sais plus l'autre, ça doit être la nuit le retour du Deadpool vivant. Dans ce nouvel opus, sorti plusieurs années après le précédent, c'était 2018, le remassacre Marvel, on retrouve ce même principe. Deadpool traverse les univers, les réalités, les codes narratifs, et détruit méthodiquement héros et vilains, souvent avec une conscience très méta, comme d'hab avec ce héros, de ce qu'il est en train de faire. Alors c'est pas une histoire classique avec un début, un milieu, une fin très claire, c'est plutôt une succession de situations volontairement excessives et rocambolesques, avec des ruptures de ton permanentes et un humour noir très appuyé. Ce tome est peut-être moins surprenant que les précédents, parce que le concept est connu, mais il reste très jouissif si on aime voir Marvel se faire démonter la gueule avec une irrévérence insolente. C'est une œuvre qui ne cherche pas la finesse émotionnelle, mais la déconstruction ludique des figures iconiques, on adore. Ma dernière lecture de la semaine, oui on n'a pas eu tant que ça, c'est les 2 tomes de No Name,
un manga un peu particulier sorti chez Kurokawa le 15 janvier. C'est vraiment pas vieux du coup, au moment où j'enregistre, là on est le 23. Écrit par Rafał Jaki, auteur polonais qui a notamment été showrunner et producteur exécutif de la série animée Cyberpunk Edge Runners. Et c'est pas son seul lien avec le jeu vidéo, puisqu'il a aussi travaillé dans le développement de jeux du style de Witcher 3 et le manga The Witcher Ronin. Au dessin, c'est Machin Gamu, je ne connais pas. J'ai zéro info sur lui, mis à part que sa page Insta est vraiment très cool et qu'il dessine 100% en digital depuis 2019. J'ai vu ça justement sur sa page Insta. Pourquoi je dis un manga un peu particulier ? Parce que l'auteur est polonais, déjà, et que l'histoire se déroule en Europe du Nord. Et surtout, ce qui rend No Name historiquement notable, c'est que c'est la première série manga publiée sous le label Shonen Jump Plus par une équipe de créateurs occidentaux et pas simplement traduite ou adaptée. Pas mal quand même. Dans l'univers de No Name, chaque être humain reçoit, très jeune, un nom. Ce nom, il n'est pas symbolique, il détermine un pouvoir réel, souvent lié à un animal ou une entité. Et nous, on suit Ralph, dont le pouvoir est lié au loup, et Ursula, qui elle est liée aux ours. Tous deux travaillent pour la NNB, Nordic Name Bureau, une organisation chargée de gérer les crimes impliquant ses capacités spéciales. L'intrigue démarre comme une enquête classique autour d'un enfant et de sa mère qui ont disparu. Pop, plus là la maman et l'enfant. Il commence par questionner un certain Bodil à ce sujet, mais finalement, des questions bien plus larges vont se poser. Qui décide des noms ? Pourquoi certains pouvoirs sont-ils plus destructeurs que d'autres ? Et surtout, peut-on échapper à ce qui nous définit ? Le concept est fort, l'univers cohérent, mais la série est très courte, 2 tomes. Résultat, la fin arrive brutalement. Et là où un 3e tome aurait pu permettre de respirer et approfondir, je trouve ça un petit peu dommage. Pourtant, j'adore les séries courtes, même les one-shots, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Mais là, je dois avouer que ça aurait mérité un petit peu plus. Je dirais même que ça finit quand on commence à être à fond. C'est fluide, lisible, agréable visuellement, avec un vrai potentiel. Du coup c'est frustrant parce que on sent qu'il y avait matière à beaucoup plus. Mais ça reste vraiment très cool, l'histoire est très originale et les dessins sont plutôt stylés, donc No Name, pas mal. On passe au visionnage et je commence avec Invincible, la saison 3, et l'épisode spécial sur Atom Eve. C'est une série que vous pouvez regarder sur Prime, adaptée du comics éponyme de Robert Kirkman, et à l'animation c'est le studio Skybound, fondé aussi par Kirkman avec David Alpert. C'était le même studio qui avait fait les séries Walking Dead par exemple, de Kirkman aussi, et le studio est finalement transmédia, c'est un studio qui fait du comics, de la série d'animation, de la série classique, du jeu vidéo, et c'est en lien direct avec Image Comics aux US. C'est vraiment trop stylé, Invincible, même si l'animation n'est pas incroyable, l'histoire est tellement bien qu'on s'en fout un peu. J'ai lu il y a très longtemps un tome, mais j'étais pas rentré dedans, et quand je dis très longtemps, je pense qu'on dépasse les 15 ans. J'ai dû grandir un peu depuis, et maintenant, ça me parle beaucoup plus. J'ai commencé la saison 1 fin 2004. C'est le geek du montage, je voulais évidemment dire 24. Bisous. Et je sais pas, j'ai pas fait gaffe que la 3e était sortie. Du coup, je viens de la voir et c'est toujours aussi cool. On est très loin du manichéisme habituel présent dans les histoires de super-héros. Là, on se rapproche un peu plus de The Boys, par exemple, même si les thèmes ne sont pas exactement les mêmes. Ici, c'est plus émotionnel, bien que tout aussi violent. Ce qui fait la force de la série, c'est sa capacité à couper les ponts avec ses personnages sans protection scénaristique. Bref, Invincible suit Mark Grayson, un adolescent dont le père est le super-héros le plus puissant de la planète, Omni-Man. Il va devenir lui-même un super sous le nom de Invincible. Sauf que très vite, la série casse les codes. Être super-héros ici, ce n'est pas être un symbole, c'est porter un poids. Et Mark du poids, il va en avoir sur ses petites épaules. La saison 3 accentue les conséquences physiques de la violence, les traumatismes psychologiques, les ruptures définitives dans les relations, et Mark doit gérer sa force, ses responsabilités, son rôle de grand frère, et surtout la peur de devenir ce qu'il est lui-même en train de combattre. L'épisode spécial sur Atom Eve enrichit énormément ce personnage, qui est présent depuis le départ, et soutien indéniable de Mark, et ici on voit son enfance, sa famille, son rapport à son pouvoir, et ses failles profondes, ça la rend encore plus attachante, on adore. Et on termine avec Agatha Christie's Seven Dials, une mini-série sur Netflix réalisée par Chris Sweeney avec Mia McKenna-Bruce, Martin Freeman et Helena Bonham Carter, et évidemment inspirée du livre d'Agatha Christie, Les 7 cadrans. Une jeune aristocrate surnommée Bundle se retrouve face à une affaire suspecte après la mort d'un ami qui aurait pu être un petit peu plus que ça lors d'un week-end mondain. On retrouve 7 horloges posées sur la cheminée face à son corps dans sa chambre. Assez vite, elle découvre l'existence d'un groupe secret et mystérieux, appelé les 7 cadrans, une organisation aux intentions
plutôt trouble. Ce qui commence comme une enquête presque légère prend rapidement, enfin il y a quand même un mort, prend rapidement une tournure plus dangereuse et sombre, où chaque piste semble mener à une impasse, ou à un mensonge. Et l'arrivée du superintendant Battle ne va pas arranger son petit fouinage dans les affaires politiques autour de ce cas. J'ai clairement regardé parce que j'ai vu Helena Bonham Carter sur la miniature. Elle est très bien, comme souvent, mais ça fait pas une série. J'aime quand même énormément Helena Bonham Carter. Je vais commencer par ce qui est cool. La narration est bien foutue, c'est clair. Les acteurs sont pour la plupart assez bons, et l'histoire, c'est Agatha Christie, et c'est plutôt sympa comme d'habitude, centré sur une intrigue à mystère, un whodunit, dans l'Angleterre des années 1920. On y retrouve tous les ingrédients classiques, secret, faux semblant, révélation finale, bref, vous voyez très bien comment c'est monté. Ceci étant dit, c'est peut-être trop long pour faire un film, d'où une série en 3 épisodes qui ne souffre pas de longueur, faut le dire, mais c'est un petit peu téléphoné. On comprend assez vite qui est impliqué et visiblement plus vite que les enquêteurs. Pourtant, j'avais pas pris ma petite loupe. Un truc m'a énormément gêné, c'est cet effet comme un vignettage un peu flou sur les bords de l'écran. C'est très moche, ça ne sert pas du tout le propos, ça fait faux et ça n'a pas aidé à aimer plus que ça. Pareil pour les costumes, j'avais l'impression de voir des habits Zara ou H&M sur l'héroïne, pas des vêtements d'époque. Vous allez me dire, je suis pas historien, c'est possible que ma vision de la mode des années 20 soit erronée, mais j'ai vu que ça quand même, et ce truc flou là au bord de l'écran, et j'ai pas trouvé ça top. C'était pas tip top. Bon, ça reste facile à regarder, c'est pas désagréable, on peut même se demander si ça va pas lancer une suite de mini-séries Agatha Christie. En tout cas, la fin peut le laisser penser, Et je pense que si c'est le cas, ça ne me dérangerait pas du tout de les regarder. C'est bien moins ridicule que les films de Kenneth Branagh. Pardon Kenneth. Et on passe à la mention spéciale. Et pour aujourd'hui, la mention spéciale va à Invincible pour sa manière de montrer le quotidien, les liens, mais aussi les faiblesses physiques, psychologiques des super-héros. Le rôle du gouvernement, les décisions irréversibles, les moments trash. La série n'a pas peur de couper les ponts avec ses personnages. Rien que pour ça, je kiffe. Donc mention spéciale. Bravo Invincible. Et pour le coup de cœur, à chaque tome, je suis heureux de retrouver Yaguchi, donc ça va aller à Blue Period. Ça me motive, ça me touche et ça me parle énormément, sans doute mon côté artistique, je suis photographe notamment. Ça fait du bien de lire des mangas tranches de vie qui parlent de doute, mais aussi de réussite, de liens, de rupture, d'art et d'argent. C'est assez complet, très adulte, réaliste. Ça me touche un vrai coup de cœur. J'adore Blue Period, et même l'animé est vraiment très sympa. J'ai hâte de voir la saison 2 aussi. Mes petits geekounews, merci d'écouter Supplément de Chill et Supplément Geek. On se retrouve mercredi avec un invité qui a du flow, et dimanche prochain pour suivre mes lectures et visionnages. En attendant, bon chill, bisous. Hasta la vista, baby.